Bonsoir, voilà, après ce petit intermède qui est, voilà, on a eu une vision, alors vous nous dites une vision des fois un petit peu plus nuancée, le Roson avec ses faits, ah bah, c'est Claude Ratignier qui nous donne l'info, Claude l'homme le plus informé du chat de MetaTV. Eh bien, on va recevoir avec nous Thierry Messant, donc pas tout de suite, je sais très bien, on me fait signe que ça se prépare, je sais, mais je vous l'annonce comme ça, donc Thierry, il est en attente, il sera avec nous dans quelques instants, donc pour parler de l'Ukraine et de cette situation qui dégénère, jusqu'à quel point, voilà, est-ce une confrontation autant Russie, comme ça nous le laisse sous-entendre, mais comme Alain nous l'expliquait, puis comme pour beaucoup qui n'y croient pas, parce qu'ils se disent, bah, dans ce cas, c'est la fin du monde, puisque les deux pays possèdent une armada assez phénoménale de chaque côté, de quoi faire sauter plusieurs fois la planète. Donc ce sera vraiment complètement, j'ai envie de dire, complètement voilà, insensé qu'on puisse imaginer effectivement une telle guerre entre les deux superpuissances. Donc la continuité de la guerre froide qui continue, ça ne cesse pas. C'est-à-dire les deux grands empires, hein, si j'ose dire, qui se font face. Et puis on sent bien aujourd'hui qu'il y a une proximité, une nouvelle alliance avec cet axe sino-russe. C'est-à-dire que dans la stratégie, alors Alain, c'est vrai, on a fait toute une émission ici avec Alain Benajam sur les stratégies aéronavales et les différents équipements et armements des armées. On avait constaté qu'effectivement les Américains étaient plutôt obsolètes par rapport aux Russes. Donc ça laisse envisager en tout cas un rapport de force. Alors on va tout de suite euh, faire passer, on va Recevoir recevoir avec avec nous nous Thierry Thierry Messant. Messant. Voilà, Voilà, normalement, normalement. il devrait nous entendre. Allô Thierry, Bonjour, bonsoir. bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors, bienvenue donc en direct, toujours en direct de Damas, c'est ça. Donc Oui, oui. on- voilà, on est content de t'accueillir encore sur la libre antenne pour évoquer cette situation en Ukraine qui semble quand même Mhm. dégénérer au plus haut point. Là, on a les informations. Alors, peut-être toi, tu vas nous faire un point de la situation, mais on parle de forces russes qui se seraient déployées en Crimée. On parle Oui. voilà de soldats qui auraient pris donc tous les bâtiments administratifs, on va dire les bâtiments d'État. Ouais, ils n'ont pas pris les bâtiments administratifs puisqu'ils ont été appelés par les Ukrainiens. D'accord. Ils ont été appelés par le gouvernement donc du Crimée, c'est ça exactement? Non, pas du tout. Par le gouvernement ukrainien, le seul qui compte, celui du président démocratiquement élu, M. Yanukovych. D'accord. Donc ah oui, parce que Parce voilà, que donc le gouvernement. Oui, oui. la Russie reconnaît le gouvernement démocratiquement élu, tandis que les pays occidentaux reconnaissent un gouvernement qu'ils ont mis au pouvoir et qui, à l'issue d'un coup d'État, et qui comprend des personnalités nazies. Voilà, et ça commence à se savoir finalement, puisque la question Ah, elle a même été posée à BHL, où on lui a demandé, oui, mais alors c'est quand même un peu bizarre, ce parti que vous soutenez, il y a des appointances nazies, etc. La formation elle a été grillée vite par rapport à leur stratégie habituelle, quand même. c'est-à-dire que si vous tenez vos informations uniquement des télévisions occidentales, bon, Ouais, effectivement, vous pouvez rien comprendre. ouais. Parce que c'est un peu comme sur l'affaire de la Syrie, où finalement, il faut quand même le dire, c'est grâce à des gens comme toi, à ton travail, qu'aujourd'hui, les choses comme ça, elles sont quand même mises en lumière beaucoup plus vite, quoi. Je veux dire, comme sur la Oui, Libye, etc. oui, mais, mais pour la Syrie, il faut 3 ans pour que les gens assimilent tout à fait que on les a menés en bateau complètement pendant une longue période et que la réalité est très différente de ce que racontent les grands médias en Europe. Bon. Pour l'Ukraine, les choses vont extrêmement vite, puisque depuis 3 mois,
le public occidental est abreuvé par des fausses images, par des reportages bidons, qui sont des mises en scène, qui visent à créditer l'idée que l'Ukraine serait une dictature pro-russe. Or, premièrement, ce n'était pas une dictature, et deuxièmement, le gouvernement n'était pas pro-russe. Ouais. Et donc, on a montré des images de dirigeants qui étaient agressés, tabassés, torturés, etc. Tout ça, c'est complètement faux. Alors maintenant, ça commence à se savoir, mais pour le savoir, il faut suivre les choses en détail. Et profitant de l'image terrible qui a été créée de ce gouvernement, on a fait avaler une chose incroyable, un coup d'État, et on a fait avaler que dans le nouveau gouvernement, il y a des personnalités nazies, que ceci ne s'est jamais présenté en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Oui, d'accord. Parce que là, ce gouvernement, donc, on peut parler d'un coup d'État institutionnel, parce que le président qui a dû s'enfuir, apparemment le président Yanukovych, il a été menacé. Non, on peut parler d'un coup d'État. Coup d'État. Alors, il y a eu une mise en scène sur la place principale de Kiev, la place Maïdan, où on a tenu un campement, puis progressivement, il y a eu des émeutes, et puis il y a eu 2 jours d'une bataille folle sur cette place. Et pendant que les télévisions occidentales montraient cette bataille, pendant ce temps-là, dans une autre partie de la ville, n'ayant aucun rapport avec la place Maïdan et séparée de la place Maïdan par des cordons de police, dans une autre partie de la ville, des politiciens ont fait un coup d'État, ont renversé le gouvernement et s'en sont emparés. Et on a fait croire qu'il y avait un lien entre les événements de la place Maïdan et le coup d'État qui avait lieu au même moment. D'accord. Ouais. Donc, mais alors, c'est pour ça qu'il y a eu qu'on comprend alors un peu mieux. Les campagnes, finalement, comment elles réagissent, les gens qui ne sont pas dans Kiev? Parce qu'on a l'impression que tout est centralisé à Kiev, et peut-être bien dans 1 ou 2 villes, mais on n'a pas l'impression d'un mouvement général, quoi, dans toute l'Ukraine. Pour cause, on n'a pas assez de figurants. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. C'est ça, on n'a pas assez de figurants pour. Donc, parce que dans les autres pays, à chaque fois, on nous a montré voilà, les images de l'IS, etc. Ouais. Là, on les a pas là, eues. vous ne les avez pas vues, ces images de Bielsk. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ouais. Mais ce qui s'est placé par place Maïdan, bon, il y a quelques personnes qui se sont battues, mais au maximum, c'est 15 000 personnes qui se sont battues place Maïdan contre la police. 15 000 personnes dans un pays de plus de 40 millions d'habitants. Ouais. Ouais. Et sur ces 15 000, il y avait beaucoup de gens qui portaient des cagoules et dont vous ne pouvez pas connaître la nationalité. Alors moi, j'ai lu des articles dessus, on parle même encore, alors bien sûr, tu nous en avais parlé ici de membres du Mossad qui avaient été arrêtés, mais il paraît-il, dans les mercenaires, il y aurait des gens de nationalité allemande et des Polonais aussi. Il y a beaucoup de Polonais parce que c'est la Pologne qui a mené l'opération, qui a été chargée par l'OTAN de mener l'opération en Ukraine, comme la Turquie est chargée par l'OTAN de mener l'opération ici en Syrie. Donc, en Syrie, voilà. Oui, c'est la même technique qui a été utilisée. Sauf que ça a été évidemment très très rapide en Ukraine, parce qu'en Ukraine, il n'y avait plus d'État depuis longtemps. L'Ukraine était un pays à la dérive qui, au cours des dernières années, mais plus particulièrement depuis 2004, a vu l'État s'effondrer complètement. Donc il n'y avait pas de résistance réelle. D'accord. Est-ce que tu penses... Alors que la Syrie, c'est un vrai État. Oui. Pardon. Il y a une question qui vient souvent. On nous demande, est-ce que tu penses qu'il y a un véritable risque de guerre, ou ce n'est juste qu'on on montre les gros bras et puis bon, mais on sait qu'on ne peut pas s'attaquer en fait mutuellement, que ce soit du côté de l'OTAN ou de la Russie. Alors d'abord, la Russie n'a pas l'intention d'attaquer l'OTAN,
par contre, nous assistons au fait que l'OTAN attaque la Russie. Parce qu'organiser un coup d'État en Ukraine et vouloir après y installer des missiles, c'est un acte d'agression quand même. Bon. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est l'OTAN qui est à l'attaque, c'est pas la Russie. Et, mais on nous demande aussi à propos du coup d'État, ils ont utilisé quoi? Il y a eu une force militaire ou c'est quoi? C'est quelques députés qui sont réunis? On comprend pas trop le mécanisme. Comment ça a pu se passer en un week-end comme Ah, ça aussi? certainement, on comprend pas trop pour le moment parce que il nous manque des éléments sur qui a trahi dans cette affaire. Mais évidemment, certains D'accord. dirigeants du gouvernement légal ont trahi, ça c'est absolument certain. Bon. Vous savez, pour le moment, les choses sont très opaques. Déjà, avoir la composition du gouvernement, c'était compliqué. Alors, savoir comment celui-ci est arrivé au pouvoir, il nous faudra quelque temps pour éclaircir cette affaire. Hein. Et parce que là, donc, ce gouvernement, il a le soutien, on va dire, indéfectible, on a compris, de l'OTAN, de toute de l'Union européenne, Ah etc. oui, Ouais. Voilà, parce que Obama, il parlait se réjouissait du retour à la normale en Ukraine, quoi. C'est- le retour à la normale des nazis au pouvoir, je ne pense pas que ce soit le retour à la normale, mais c'est effectivement l'expression qu'il a employée. ouais, Et c'est assez. monsieur Fabius a publié un communiqué avec ses collègues allemands et polonais pour se réjouir aussi de ce gouvernement et lui apporter son soutien. Et donc l'Union. Alors, c'est quoi l'avenir concrètement? Parce que là, la Russie, elle semble intervenir militairement. Donc ça, tu nous confirmes, hein, il y a bien donc des Oui, soldats oui. russes déployés, hein, d'accord. Il y a Non, bien parce des que ça, soldats j'étais pas russes. sûr juste avant. Hein, tu sais, il dit, tout à l'heure, Alain, il nous a dit non, on n'a pas vu un seul soldat, on n'est pas sûr. Alors, donc on ne savait plus quoi penser. Est-ce que l'information était confirmée ou pas? Et donc, c'est bien Oui, donc oui, il y a bien des soldats russes. il y a bien des soldats russes déployés. Donc, c'est pour le moment en Crimée, c'est ça? Ou sur le territoire Unique. ukrainien aussi? Sur la Crimée fait partie du territoire ukrainien. Sur l'ensemble du territoire ukrainien, actuellement, il y a 6000 soldats russes qui ont été D'accord. déployés sur ordre du Sénat. Mhm. D'accord. Et il y a une possibilité que ces soldats ils aillent à Kiev renverser l'actuel Non, gouvernement? je ne crois Non. pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que la Russie ne va pas se lancer dans une opération où elle ne soit pas soutenue aux endroits où elle se trouve par la population. Or, à Kiev, c'est évident, la situation est très compliquée et pour le moment, la population ne soutiendrait pas l'armée russe à Kiev. Ouais. Donc, ils n'iront Alors, pas on nous là-bas. dit. Ouais. Alors, est-ce que c'est une façon alors de s'attaquer? On sait qu'il y a la fameuse base, la grande base russe, hein, donc en Oui, Crimée. oui. Et est-ce que voilà, c'est cette base qui est la cible pour l'OTAN quand même, quelque part enlever à la Russie cette base russe, hein. Un peu comme en Syrie Ça aussi. n'est pas, ça n'est pas la cible, mais c'est évidemment une des cibles principales, puisque si la Russie était privée de la base de Sébastopol, c'est pas simplement la mer Noire qui se fermerait pour elle, c'est toute la Méditerranée. Et donc Ouais. ça aurait des conséquences en chaîne sur l'ensemble de la géopolitique internationale. Ouais, donc il y a vraiment un intérêt, voilà, un intérêt militaire de plus. On parlait des intérêts aussi économiques et en particulier des ressources de l'Ukraine. Est-ce que ça joue un rôle, ça aussi? Non, je ne crois pas du tout que ce soit la préoccupation russe pour le moment, ni d'ailleurs la préoccupation des Occidentaux. D'accord. Je pense que c'est très Oui, très secondaire. ouais, c'est secondaire. Ça se joue donc vraiment pour les Occidentaux, c'est comme tu nous expliquais, d'affaiblir la Russie, quoi, quelque part. Ah, il s'agit absolument d'affaiblir la Russie et de venir installer en Ukraine des missiles pour menacer Moscou, bien sûr. Ouais, d'accord. Parce que Poutine, alors ça aussi, c'est une question que je voulais te poser,
je posais à Benajam, mais que beaucoup d'auditeurs ont posé, on était étonné du silence au départ de cette affaire de Poutine sur l'Ukraine. Et alors Alain lui dit que c'est une stratégie de façon à avoir laissé l'adversaire Oui. se dévoiler et dévoiler son jeu. T'es d'accord avec ça, toi aussi? Ouais, d'accord. Je pense qu'il y avait deux objectifs, que l'adversaire se dévoile, et pendant qu'il était silencieux, il préparait sa riposte. Parce que là, je ne sais Ouais, pas si vous avez vu, mais enfin, le déploiement des troupes russes s'est fait disons, la journée de dimanche et celle de lundi, sans tirer et en s'installant dans tous les endroits stratégiques. Donc ça, c'est une longue préparation avant d'en arriver là. ouais, d'accord. Moi, quand j'ai senti ça, je me suis dit, Poutine, ça fait un peu penser comme aux échecs, il aura encore un peu damé le pion, j'ai l'impression, à l'OTAN, quoi. Il a avancé là où on l'attend pas, quoi. Manifestement, l'OTAN est très surprise de la réaction russe. Oui. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils sont surpris par ça, parce que c'était hautement prévisible, mais voilà, ils n'y ont pas cru. Ouais, peut-être, ouais, un peu, tu sais, comme dans l'affaire géorgienne où on avait vu la Russie intervenir et tout le monde était surpris, quoi. L'OTAN, ils savaient plus quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire, on peut s'attaquer à la Russie, etc. Enfin, c'était confus, Oui, quoi. J'ai l'impression c'est qu'il pourtant est... oui, c'est pourtant l'OTAN qui, en 2008, avait donné les instructions au gouvernement géorgien d'attaquer l'Ossétie, donc en fait d'attaquer la Russie. Et en fait, l'OTAN, à ce moment-là, pensait que l'armée russe n'avait pas la capacité de réagir rapidement en Ossétie. Et effectivement, d'ailleurs, ça s'est joué assez peu, mais la Russie a pu réagir vraiment au quart de tour. Et là, c'est encore le cas. La Russie, qui a rétabli une partie de son armée depuis l'affaire géorgienne, la Russie a pu agir immédiatement. Elle ne pouvait pas agir pendant les Jeux Olympiques de Sochi, sauf à prendre le risque de voir les Jeux Olympiques se transformer en un bain de sang. Donc voilà, elle a attendu que ce soit terminé et puis elle est intervenue quand elle a pu. Ouais, donc une stratégie assez fine, finalement. Encore grand stratège, peut-être, Poutine, sur cette affaire. Si ça réussit, tout le monde dira que c'est un grand stratège. Mais moi, je pense que la manière dont les États-Unis mènent cette affaire est une affaire de branquignol. En fait, quand on voit comment se comporte Victoria Nuland au département d'État et d'autres euh, personnages importants du système états-unien, ce sont des gens qui n'ont pas du tout la carrure, en fait, pour mener une opération contre la Russie. Renverser un gouvernement dans un pays qui n'a pas d'État, c'est relativement simple. Mais venir le faire sur un territoire qui est peuplé par une population russe, ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ils ont peut-être eu les yeux un peu plus gros que le ventre, alors, l'OTAN, sur cette affaire. Parce que pour eux, c'était vraiment... L'OTAN a lancé cette opération il y a de nombreuses années. En fait, probablement, lorsque le gouvernement orange s'est effondré et que Yanukovych est revenu au pouvoir, dès ce moment-là, l'OTAN préparait cette opération. Il a fallu beaucoup de temps pour ça, puisqu'il fallait créer ces partis nazis. Parce que là, il y avait quelques groupuscules, ça n'était pas des partis organisés comme ça. Il a fallu entraîner ces gens-là, leur donner des cours, des formations, il a fallu amener des armes, il a fallu énormément de complicité dans ce qui restait de l'appareil d'État. Donc tout ça, ça a demandé du temps, et ils ne se sont pas rendus compte que la Russie s'était relevée suffisamment pour pouvoir répondre à leur opération quand elle arriverait au stade de la réalisation. Ouais, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut envisager, on nous demande, c'est selon l'Athénien, une scission du pays en deux, axée sur le fleuve Dniepr, à l'est? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Euh, Ouais. en fait, c'est un peu la chose qui se joue aujourd'hui. C'est où va être la ligne de démarcation.
Et l'intérêt de la Russie, bon, évidemment, c'est sauver la Crimée, mais ça c'est déjà fait, et c'est de sauver l'ensemble des populations russes qui se trouvent là, c'est-à-dire l'Est et le Sud du pays. Mais si la Russie arrivait à prendre à stabiliser le sud-ouest du pays, ça lui permettrait de relier la Crimée à la Transnistrie, un petit pays que vous ne trouverez pas sur la carte, mais qui existe bel et bien depuis 1991, un pays tout à fait indépendant, que sur les cartes occidentales, on marque comme étant une province moldave. Mais c'est un État indépendant avec son propre gouvernement, sa propre armée, tout comme il faut. Et l'originalité de la Transnistrie, c'est que c'est un État qui a réussi à conserver les acquis sociaux de la période soviétique tout en devenant une véritable démocratie. Donc ce pays, pour le moment, est encerclé par la Moldavie et l'Ukraine. Et si la Russie stabilise la situation, il faudra se joindre à la Transnistrie pour régler ce problème qui traîne depuis maintenant 23 ans. D'accord. Ah oui, donc ce pays a été reconnu par aucun pays en fait occidentaux. Par personne. Par personne, D'accord. oui, oui. Mais c'est vraiment un charmant pays, hein. Je vous conseille d'y aller en vacances, c'est très très bien. Ouais, bah écoutez, pays qu'on connaît pas trop, la Transnistrie, mais ça a l'air intéressant. Donc c'est un pays qui a fait sécession ouais, avec la Moldavie, c'est ça? C'est une région avant qui était moldave, sous influence moldave. C'était une région qui, à l'époque soviétique, était moldave et qui a pris son indépendance en même temps que la Moldavie. Mais D'accord. à 3 jours près, en fait, les Nations Unies ont reconnu la Moldavie avant que la Transnistrie ne fasse sa demande. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et ça s'est fait en 91, hein, au moment de la dissolution de l'Union soviétique. Ouais. Alors on nous demande comment Jamais expliquer que l'actuelle Moldavie n'a... Pardon, je dis jamais l'actuelle Moldavie n'a gouverné la Transnistrie, absolument jamais. D'accord. Donc ils ont toujours été indépendants finalement en fait. Enfin depuis Depuis la l'effondrement dissolution de l'Union soviétique. soviétique. Depuis la Ouais. dissolution de l'Union soviétique, ils sont indépendants. Et la Moldavie, c'était en fait une petite région avec un microclimat tout à fait particulier, tout à fait charmant. Et c'était là qu'étaient installés les centres de recherche en matière de missiles de l'Union soviétique. D'accord. Et donc oui, parce que maintenant la Moldavie, elle cherche à rentrer aussi dans l'Union européenne. Elle tape à la porte de l'UE. Oui, oui, elle est vraiment complètement ruinée. Mais alors ruinée comme on n'a pas idée, c'est le pays le plus ruiné d'Europe. C'est Ouais, c'est ça. Ouais. si la Moldavie rentre dans l'Union européenne, il va falloir doubler vos impôts, hein. D'accord. Alors justement, on nous dit, alors c'est Freeman, quelles conséquences pour l'Europe en cas de guerre ouverte entre la Russie et l'OTAN? Bah déjà, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait une guerre ouverte Russie-OTAN déjà? Est-ce que c'est envisageable? Si, si l'OTAN veut la guerre, ça sera la guerre mondiale, ça c'est sûr. Mais Ouais. apparemment, Barack Obama n'est pas sur cette ligne. Hmm. Voilà. Donc, Parce comme que- les États-Unis n'iront pas à la guerre, ils vont prendre des mesures de rétorsion vis-à-vis de la Russie. Mais je pense que ces mesures de rétorsion, c'est uniquement les États-Unis et l'Union européenne qui vont emporter le poids. Parce que la Russie va continuer à avoir des bonnes relations avec le reste du monde, avec la Chine, avec l'Inde, avec plein d'autres pays. Et bon, si c'est ouais. les États qui sont en train de s'affaiblir, qui veulent exclure du cercle les États qui se développent, c'est un peu ridicule. Ah ouais, parce que donc on nous dit aussi alors les dossiers secrets d'État sur les activités américaines et les opérations en cours que possède Monsieur Snowden sont-ils selon vous un atout majeur qui fera basculer la situation en faveur de la Russie? Donc est-ce que tous les dossiers de Snowden, ouais,
ça a servi Alors, au gouvernement russe. apparemment, le gouvernement russe est très précautionneux avec Edward Snowden, Mhm. mais celui-ci semble évoluer un peu avec le temps. Euh, les, les documents d'Edward Snowden ont servi à plusieurs choses. Bon, d'abord, à montrer à l'ensemble de la communauté internationale que ce que tout le monde sait depuis des années, c'est vrai. Voilà, parce que tout le monde sait tout ça depuis très longtemps, mais il n'y en avait pas les preuves écrites. Maintenant, il y a les preuves écrites. Bon. Ensuite, euh, évidemment, les services russes ont appris comment on faisait cette carambouille-là, et on a pu voir que, oui, maintenant, les services russes savent aussi intercepter les communications des États-Unis. Ça devient drôle. Bon, et troisièmement, effectivement, certains des euh, que les États-Unis avaient détenus grâce à ces interceptions, certains de ces secrets ont certainement basculé du côté russe, oui. Ouais, voilà. Donc, parce que, maintenant, Mais tu penses assez qu'ils peu, ont hein. pu anticiper comme ça? Ouais. Ouais, tu dis Non, qu'ils se maintenant, méfient quand même un peu. maintenant les Russes sont capables d'écouter aussi bien que les États-Unis, hein, mais ils n'en ont pas comment dire, ils n'ont pas le matériel suffisant pour ça, mais ils ont le mode d'emploi. Ah, il y a une coupure, j'ai l'impression. Non, 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 je ça vous passe. en. Ah bon, c'est parfait. Non, parce que des fois, il y a des petites coupures. Alors, est-ce que l'avenir de la communauté économique eurasienne est menacé dans cette crise? Donc, la fameuse communauté créée par Poutine qui cherche à Non, créer un pas. espèce de... Non. Écoutez, moi, je pense pas. Bon, effectivement, l'Ukraine telle qu'on l'a connue ne va plus être membre de cette communauté, mais je pense pas que ça change fondamentalement les choses, en fait, parce que l'Ukraine, c'est pas vraiment le paradis économique, hein. C'est pas ça si vous voulez, si les Occidentaux veulent prendre les dettes, manifestement, Vladimir Poutine est d'accord. Ils prennent Kiev et les dettes. Alors, on nous dit l'issue de ce périple de l'OTAN est donc établie avec une scission de l'Ukraine et un avantage pour la Russie qui garde les bases dans la région et exclut toute autre velléité de l'OTAN. Est-ce que ça pourrait finir comme ça, tu penses, genre on dit allez on coupe en deux, nous on garde le sud, eux ils gardent une partie du nord et puis bon. Oui, mais je ne pense pas que ça va arrêter ce que l'OTAN est en train de faire, parce que l'OTAN a encore des visées dans d'autres États de cette région, d'une part, et d'autre part, l'OTAN continue sa stratégie de terrorisme. Euh, on a entendu il y a 2 jours, ou plutôt on a lu il y a 2 jours sur le site internet du nouveau numéro 2 du Conseil de sécurité nationale de ce nouveau gouvernement ukrainien que donc le secrétaire, le conseiller de sécurité, le conseiller adjoint de sécurité nationale qui écrivait qu'il appelait l'émir du Caucase du Nord à venir commettre des attentats à Moscou. Il faut bien comprendre que l'émir du Caucase du Nord, c'est un membre d'Al-Qaïda. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Nations Unies qui le disent. Et que le secrétaire, le conseiller adjoint de sécurité nationale du nouveau gouvernement ukrainien est un de ses amis avec lequel il a combattu contre les forces russes pour créer l'émirat islamique d'Itchkeri, quelque part en Tchétchénie. Donc, voilà, pour la première fois, les États-Unis et l'Union européenne soutiennent un gouvernement qui comprend une personne qui revendique s'être battue aux côtés d'Al-Qaïda. Ça n'était jamais arrivé, mais avec le temps, les masques tombent. Ouais. Là, c'est vraiment dans cette affaire, donc ça nous en apprend encore un peu plus. C'est en fait toujours le même scénario. On a l'impression bien ficelé. On s'accapare d'une fraction très extrémiste qu'on forme.
on fait un coup d'État, puis on essaie de la placer au pouvoir un peu coûte que coûte. Ce qui est étonnant sur l'affaire ukrainienne, c'est, voilà, bon, ben là, tu nous éclaires en disant finalement l'État était déjà un peu effondré parce que c'est la facilité avec laquelle ils ont réussi à implanter ce gouvernement sans qu'on en sache plus que ça, quoi, bon, du jour au lendemain. Bon, c'est un peu comme le coup qu'ils avaient voulu faire à Chavez à l'époque, quoi, qui se réveille le lendemain, le gouvernement, il a changé. Oui, mais l'Ukraine, moi, je n'y suis pas retourné depuis 2005 en Ukraine, ou 2006, enfin dans ces eaux-là. Et déjà, on voyait que l'État était quasiment inexistant. Et toutes les personnes qui vont là-bas, qui reviennent depuis ces années-là, me disent tous que c'est chaque fois pire que la fois précédente, que Kiev, ça ne ressemble plus à rien. Bon. Donc voilà, le gouvernement s'est effondré. Si vous comparez à ce qui se passe actuellement au Venezuela, puisque j'entends ça, oui, les États-Unis avaient prévu de mener en même temps 3 opérations, ce qui est une manière de montrer qu'ils peuvent agir sur plusieurs théâtres, sur plusieurs continents en même temps, et que donc quand ils attaquent un pays, celui-ci ne pourrait pas compter sur des alliés pour le sortir d'un problème s'ils sont capables d'attaquer plusieurs régions en même temps. Donc ils ont attaqué le Venezuela, il y a depuis quelques semaines des manifestations là-bas. Si vous regardez la télévision, vous avez l'impression que le pays est en feu, etc. En réalité, je crois il y a 338 districts au Venezuela et il doit y en avoir une quinzaine dans lesquels il y a eu des manifestations. Et la population ne participe pas vraiment à ces manifestations. C'est une classe sociale extrêmement précise à Caracas qui s'y est engagée, et elle seule. Voilà. Donc finalement, ça ne marche pas au Venezuela, et je pense même que ça irrite les gens que on leur serve encore cette soupe-là. Bon. En Syrie, eh bien, chacun peut constater que les djihadistes, même si on en a amené d'autres encore et encore, par la Jordanie cette fois-ci et un peu par la Turquie, eh bien, en Syrie, la situation continue à évoluer en faveur de l'État syrien. Voilà. Donc, il n'y a que l'Ukraine où l'État a cédé, puisqu'il n'y avait pas d'État en fait, et on peut voir maintenant le retour de bâton pour les Occidentaux. Ouais. Alors, il y a une info qui vient de tomber. Apparemment, un député ukrainien, Oleg Tsarev, affirme qu'un débarquement de soldats de l'OTAN se déroule à Lviv et que la 6e flotte américaine se dirige vers la Crimée. Alors, j'ai pas t'as des infos, toi, de ça? Moi, j'en sais rien du tout, mais je suis un peu surpris. Mais enfin, tout est possible. Ouais. Mais c'est bizarre que ce soit un député qui annonce ça. Ouais. Oleg Tsarev, il y a le nom du député. Alors, à vérifier, hein, bien sûr, il n'y a pas le lien. La personne qui a mis l'info, c'est Banzai. Si elle peut mettre un lien pour vérifier un peu tout ça. Alors, on nous dit aussi, quel est le lien entre la crise et la situation économique mondiale, notamment vis-à-vis de la dette américaine? Est-ce qu'il y a un lien les États-Unis, oui, ils ont besoin de se refaire comme ça, c'est parce que c'est bon, ou là, c'est vraiment du containment de la Russie, quoi. Ouais. Non, mais ça ne va rien rapporter financièrement aux États-Unis. Ça rapporte à la puissance des États-Unis. C'est une manière pour eux de montrer qu'ils font ce qu'ils veulent où ils veulent et que vous êtes priés d'accepter les dollars, sans ça, il vous arrivera la même chose. Puisque le seul moyen de caser des dollars, c'est de faire peur. Voilà, donc ça, effectivement, s'ils avaient réussi leur coup d'État à cet endroit-là sans réaction de la Russie, oui, ça ferait un peu plus peur et on continuerait à accepter des dollars, oui. Mais je crois que petit à petit, tout le monde se rend compte que le tigre est en papier.